Soyons honnêtes, la WWE est probablement la forme de divertissement la plus étrange et la plus inhabituelle de la planète. Lorsque vous pensez qu'ils ne peuvent pas diffuser une intrigue ou un segment plus controversé que celui diffusé la semaine précédente, ils parviennent, d'une manière ou d'une autre, à faire mieux. Mais nous sommes tous d'accord pour dire que certaines d'entre elles étaient de très mauvais goût. C'est pourquoi nous vous présentons aujourd'hui les moments les plus choquants où la WWE est allée trop loin. La WWE a fait beaucoup de choix créatifs douteux au fil des ans, mais parfois, ils ne se contentent pas de franchir la ligne, ils l'oblitèrent. Commençons par un moment qui était tout simplement inconfortable à regarder. Le légendaire Jim Ross est l'un des commentateurs les plus appréciés de l'histoire du catch. Aujourd'hui, Jim Ross est une légende, la voix d'une génération. Le type qui nous a donné certains des appels les plus emblématiques de l'histoire du catch. Après tout, il pouvait rendre les choses les plus simples épiques. Mais en coulisses, il entretenait une relation compliquée avec Vince McMahon. Pendant des années, Vince a eu l'étrange habitude d'humilier Jim Ross à la télévision. Il l'a mis dans des intrigues embarrassantes, l'a fait battre, renvoyer et humilier plus de fois que l'on ne peut le compter. Mais en 2012, la WWE est allée beaucoup trop loin. Lors d'un épisode de Monday Night Raw, elle a diffusé un sketch dans lequel Vince McMahon se moquait du combat réel de JR contre la paralysie de Bell, une maladie grave qui entraîne une paralysie faciale. Il ne s'agissait pas d'une petite blague. Vince a carrément exagéré les expressions faciales de JR, a rendu son élocution difficile et s'est moqué de la façon dont la paralysie de Bell affectait son visage. Ils ont réussi à transformer une maladie réelle en une blague de mauvais goût. Les fans ne riaient pas, JR non plus. Ce n'était pas une intrigue. Cela ne menait pas à un match. C'était juste Vince qui prenait plaisir à humilier publiquement quelqu'un qui avait donné des années de sa vie à la WWE. JR n'était même pas à la télévision à l'époque. La WWE venait de le virer de son rôle à l'écran, une fois de plus. Il s'agissait donc pour Vince de donner un coup de pied à l'homme alors qu'il était déjà à terre. Les fans ont détesté cette décision, tout comme les gens en coulisses. Aujourd'hui encore, Jim Ross ne l'a pas oublié. Lors d'interviews, il a admis que ce moment l'avait véritablement blessé, non seulement sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel. Pensez-y, vous travaillez pour une entreprise pendant des décennies, vous devenez l'une des voix les plus respectées du secteur. Et au lieu d'être apprécié, le patron passe à la télévision et se moque de votre état de santé. Et le pire, Vince ne s'est jamais excusé. JR a dit à plusieurs reprises que Vince ne lui avait jamais dit qu'il regrettait d'avoir agi de la sorte. C'était de l'humiliation pure et simple. Même pour la WWE, c'était dégoûtant. Tout cela semblait cruel et mesquin. Aujourd'hui encore, c'est l'un des segments les plus offensants de la WWE. Mais ce n'était pas la dernière fois que la WWE décidait de repousser les limites du mauvais goût. La WWE n'a jamais hésité à utiliser des tragédies réelles pour alimenter ses intrigues. Mais en 2006, elle a franchi un nouveau palier. Pour la petite histoire, Eddie Guerrero est décédé tragiquement le 13 novembre 2005. Sa mort a choqué tout le monde, laissant les fans, les catcheurs et ses amis les plus proches dévastés. Eddie n'était pas seulement le favori des fans, c'était aussi un leader de vestiaire adoré. Et la WWE a fait ce qu'elle fait habituellement après la mort d'une légende. Elle lui a consacré des hommages et des vidéos émouvantes pour lui rendre hommage. Mais quelques mois plus tard, elle a tout gâché en exploitant sa mort pour se faire mousser. Rey Mysterio, qui était le meilleur ami d'Eddie avant sa mort, était en plein milieu d'une campagne destinée à honorer l'héritage d'Eddie. La WWE se préparait à WrestleMania 22 où Rey tentait de remporter le championnat du monde des poids lourds pour Eddie. Les fans étaient d'accord et tout le monde aimait l'idée que Rey se batte pour la mémoire d'Eddie.
Mais c'est alors qu'arrive Randy Orton. Orton, qui était en conflit avec Mysterio à l'époque, a décidé de faire passer les choses à un niveau totalement différent. Au lieu de jouer le rôle classique du heel arrogant, la WWE lui a donné l'une des répliques les plus dégoûtantes jamais écrites dans l'histoire du catch. Lors d'un épisode de SmackDown en février 2006, Randy Orton a regardé Rey Mysterio droit dans les yeux et lui a dit froidement « Eddie n'est pas là-haut, Eddie est en bas, en enfer ». Oui, c'est vraiment arrivé. La foule s'est immédiatement retournée contre Orton d'une manière qui n'était pas seulement une heel heat, c'était un véritable dégoût. Les gens ne huaient pas parce qu'ils voulaient voir Rey se venger. Eddie ain't in heaven. Il huait parce que la WWE était allée trop loin. Et soyons réalistes, quel était le but de tout cela? Rey Mysterio était déjà dépassé. Les fans étaient derrière lui. Il n'avait pas besoin que la WWE exploite la mort d'Eddie pour rendre émouvante son histoire d'outsider à WrestleMania. Les fans n'ont pas été les seuls à détester cette décision. Chavo, le neveu d'Eddie, a révélé plus tard que la famille Guerrero n'était pas du tout satisfaite de cette intrigue. Ils avaient l'impression que la WWE profitait de la mort d'Eddie de la pire façon qui soit, et il n'avait pas tort. Orton lui-même a depuis admis qu'il regrettait d'avoir dit cette phrase. Dans une interview donnée des années plus tard, Orton a déclaré qu'il ne faisait qu'obéir aux ordres, mais avec le recul, il regrette de l'avoir prononcé. Il comprend pourquoi cela a bouleversé tant de gens, et il admet que c'est l'une des pires choses que la WWE ait jamais écrite pour lui. La WWE a toujours aimé repousser les limites en matière d'intrigue, mais parfois, au lieu d'offrir un drame captivant, elle se contente de nous offrir des déchets inconfortables. Rien ne le prouve plus que l'étrange intrigue impliquant Torrie Wilson, Dawn Marie et le vrai père de Torrie, Al Wilson. En 2002, Torrie Wilson était l'une des plus grandes stars féminines de SmackDown, mais pour une raison ou une autre, la WWE a décidé de la faire participer à l'un des épisodes les plus ridicules de l'histoire du feuilleton. Tout a commencé lorsque Dawn Marie, jouant le rôle d'une méchante manipulatrice et séductrice, est soudainement devenue obsédée par Torrie. Elle n'a cessé de laisser entendre qu'elle avait des sentiments pour Torrie, faisant des choses maladroitement suggestives chaque fois qu'elles étaient ensemble à l'écran. Mais au lieu de se battre avec Torrie comme une rivale normale, Dawn a décidé de la frapper là où ça fait mal, en séduisant son vrai père, Al Wilson. La WWE n'a pas fait appel à un acteur pour jouer le rôle de son père. Elle a utilisé son vrai père dans cette affaire. Et si vous vous sentez déjà mal à l'aise, croyez-moi, il y a pire. La WWE a créé une romance entre Dawn Marie et Al Wilson, ce qui a donné lieu à certaines des séquences télévisées les plus inconfortables qui soient. Dawn Marie séduisait constamment le père de Torrie, faisant des remarques suggestives pendant que Torrie était forcée de regarder. Mais comme certains d'entre vous le savent, cela ne s'est pas arrêté là. Non seulement Dawn a réussi à séduire Al, mais la WWE a diffusé de nombreuses séquences où ils ont joué leur relation, s'embrassant devant la caméra et devenant beaucoup trop tactiles devant une Torrie horrifiée. Puis, comme si ce n'était pas déjà assez dégoûtant, Dawn a convaincu Al Wilson de l'épouser, ce qui a amené la WWE à mettre en scène un véritable segment de mariage pour eux sur SmackDown. Un détail intéressant de leur mariage est le choix de leur tenue, ou leur absence de tenue, puisqu'ils se sont mariés en sous-vêtements. You may kiss your bride. Well, now they're gonna seal the deal, Cole. Oh, there you go. Oh, ai-je mentionné que le père de Torrie avait 60 ans à l'époque? Quoi qu'il en soit, ils ont suivi le mariage en diffusant une séquence lune de miel. Al Wilson et Dawn Marie étaient au lit ensemble, gémissant, ricanant et s'amusant comme des fous. Peu après leur lune de miel, la WWE nous a annoncé qu'Al Wilson était mort. La première chose que l'on peut penser, c'est que c'est arrivé à cause de la vieillesse. Après tout, le temps est invincible et rattrape tout le monde. Ou peut-être luttait-il contre une maladie grave. Ce sont des raisons logiques, mais ce n'est pas la façon de faire de la WWE. La cause de la mort d'Al Wilson est que, apparemment, lui et Dawn Marie se sont trop amusés pendant leur lune de miel, et il est mort d'épuisement. Le père d'une est mort d'avoir trop couché avec sa rivale. La WWE a alors forcé Torrie à aller à la télévision et à vendre l'idée que son père venait de mourir. Dawn Marie s'est présentée à ses funérailles, se moquant de Torrie, prétendant être une veuve éplorée et blâmant Torrie pour sa mort.
Tout cela était tellement bizarre que les fans ont été soulagés lorsque la WWE a finalement abandonné cette histoire. Des années plus tard, Tori a admis qu'elle pensait que cette intrigue était horrible et qu'elle l'avait acceptée parce qu'elle avait l'impression de ne pas avoir le choix. Ce n'était pas choquant ou excitant, c'était juste mauvais. Mais si vous pensiez que c'était le pire mariage de la WWE, détrompez-vous. Imaginez un peu, nous sommes en 1999 et la WWE fait passer l'idée que Stephanie, la fille innocente de Vince McMahon, est sur le point d'épouser Test dans une histoire d'amour romantique. Comme pour n'importe quel autre mariage de la WWE, rien ne pourrait aller de travers et le couple vivrait heureux jusqu'à la fin de ses jours. Cependant, pendant le grand jour, Triple H s'est introduit dans la cérémonie avec une révélation choquante. Le Game a montré des images de lui et Stephanie se mariant dans une chapelle à Las Vegas. Avant que vous ne commenciez à faire honte à Stephanie et à exprimer votre indignation à propos de son infidélité, vous devriez probablement connaître une information importante. Stephanie était inconsciente pendant tout ce temps. En effet, Triple H a drogué sa patronne. Triple H a drogué la fille de son patron et l'a forcée à se marier. Non seulement cela, mais The Game s'est également assuré de dire au public et à Vince McMahon que lui et Steph avaient consommé le mariage cette nuit-là. Oui, les années 90 étaient folles. Et aussi étrange que soit l'intrigue à l'écran, hors de l'écran, les choses étaient tout aussi intéressantes. C'est ainsi que Stephanie est tombée amoureuse non seulement de Triple H à la télévision, mais aussi de Paul Levesque dans la vraie vie. C'est dire, en ce qui concerne les McMahon qui font des folies en direct à la télévision, personne dans la famille n'est allé plus loin que The Genetic Jackhammer lui-même, Vinnie Mac. Après tout, le patriarche a toujours aimé donner l'exemple, même si cet exemple était pour le moins discutable. Lors de l'édition 2005 des Survivor Series, Vince était en plein mode patron déconnecté, marchant dans les coulisses lors d'un segment qui mettait en scène le champion de la WWE, John Cena. Vince, essayant d'avoir l'air cool de la manière la plus maladroite possible, se tourne vers Cena et lui demande « What's good in the hood ?» avant de poursuivre en disant au champion « Keep it up, my... » Ouais, le président du conseil d'administration d'une société qui vaut des milliards de dollars. Mais attendez, ce n'est pas tout. Pour ne rien arranger, Vince a demandé à Booker T et à sa femme Charmel de se tenir à proximité, contraint de vendre le moment comme une blague. Dans son personnage, un Booker T déconcerté a prononcé sa fameuse phrase « Dites-moi qu'il n'a pas dit ça ». Mais même son jeu d'acteur n'a pas réussi à cacher à quel point ce segment était digne d'être critiqué. Sans compter que l'homme qui a approuvé la décision de diffuser ce segment est le même que celui qui a prononcé la phrase à l'écran. Il ne s'agissait pas d'une intrigue. Il n'était pas en train de construire une querelle ou de préparer quoi que ce soit pour un match. Il s'agissait simplement pour Vince McMahon de penser qu'il serait drôle de prononcer le N-words en direct à la télévision. C'est ce qui fait de cet épisode l'un des moments les plus stupides jamais diffusés par la WWE. Cela ne peut pas être pire que cela, n'est-ce pas? Le père du Big Show est décédé en 1999. Qu'a fait la WWE? Elle a scénarisé une histoire dans laquelle The Big Boss Man se moquait du chagrin du Big Show. Et elle ne s'est pas arrêtée là. Au cours d'un véritable segment funéraire, The Big Boss Man est arrivé dans une voiture de police, a attaché des chaînes au cercueil et l'a traîné au loin, tandis que The Big Show s'y accrochait, essayant de l'arrêter. Je suppose que c'était censé être divertissant, mais tout le monde à la maison a manifestement trouvé cela désagréable à regarder. Voir The Big Show, qui avait perdu son père, être impliqué de cette manière était une erreur à tous les niveaux. Et pourtant, la WWE a continué. Sur son podcast Something to Wrestle With, Bruce Pritchard a parlé de cette fameuse séquence. Il se souvient avoir reçu un appel de Vince McMahon au cours du week-end, lui demandant de superviser le tournage dans un cimetière. Pritchard a noté que la production est devenue de plus en plus chaotique, en particulier parce qu'ils ont filmé dans un cimetière actif, avec de vrais services en cours. Ils ont même utilisé une voiture de police équipée d'un haut-parleur. Le tournage a perturbé les lieux et la société s'est vue interdire de réutiliser ce cimetière. Mais la WWE n'en a tiré aucune leçon. En 2004, Muhammad Hassan a fait ses débuts à la WWE, qu'il a présenté comme un arabo-américain se sentant
sentant persécuté dans l'Amérique de l'après 11 septembre. Ses promos n'étaient pas des monologues de méchants typiques. Il avait en fait un point de vue. Il n'agitait pas un drapeau étranger, il ne trichait pas pour gagner, il était simplement en colère contre la façon dont il était traité. Et honnêtement, ça marchait. Hassan a attiré l'attention de la foule rien qu'en existant. Mais la WWE étant la WWE, elle ne pouvait pas laisser un tel personnage en plan. En 2005, Hassan était en conflit avec l'Undertaker. Et lors de l'épisode de SmackDown du 7 juillet, la WWE a organisé un segment qui allait devenir l'un des plus tristement célèbres de l'histoire de la compagnie. Après que The Dead Man a démoli Daivari, le manager d'Hassan, dans un match, ce dernier s'est agenouillé sur la rampe d'entrée, les mains levées en signe de prière. Les lumières se sont éteintes. La musique change et soudain, 5 hommes masqués ont pris d'assaut le ring. Ce n'était pas n'importe quel homme masqué. Ils étaient vêtus de masques de ski noirs et de pantalons de camouflage, ressemblant étrangement à des terroristes. Ils ont tendu une embuscade à l'Undertaker, le frappant à coups de massue, l'étranglant avec une corde à piano, puis, dans un moment tout droit sorti d'une vidéo de propagande extrémiste, ils ont soulevé le corps inconscient de Daivari au-dessus de leur tête et l'ont emporté comme un martyr. En soi, une telle séquence aurait déjà suscité une certaine controverse, mais c'est le moment choisi qui a aggravé la situation. Le même jour, les attentats de Londres ont eu lieu, une attaque terroriste réelle qui a tué 52 personnes et en a blessé des centaines d'autres. C'était une tragédie mondiale, et la WWE pensait toujours qu'il était acceptable de diffuser ce segment sans montage sur SmackDown ce soir-là. Les fans ont été horrifiés et les médias se sont déchaînés. Et le réseau UPN, elle était furieuse. Elle a immédiatement demandé à la WWE de retirer Hassan de la télévision. La WWE a tenté d'étouffer l'affaire en demandant à l'Undertaker de démolir Hassan lors du Great American Bash, en le bombardant à travers la scène dans ce qui allait être la dernière apparition d'Hassan à la WWE. Après cela, on ne l'a plus jamais revu. Vous savez ce qu'il y a d'étrange dans tout cela? L'homme qui incarnait le personnage de Mohamed Hassan, Mark Copani, n'était même pas originaire du Moyen-Orient. C'était juste un Italo-américain qui jouait un rôle, et voilà que sa carrière de catcheur est détruite à cause des décisions irréfléchies de la WWE. Avant cela, Hassan bénéficiait d'une promotion importante. Il était même question qu'il batte Batista et remporte le championnat du monde des poids lourds à SummerSlam. Mais parce que la WWE est allée trop loin, tout cela a été effacé. Mohamed Hassan aurait pu être l'un des méchants les plus détestés de la WWE d'une manière qui aurait eu du sens. Mais la WWE l'a transformé en une véritable controverse, ce qui a tué sa carrière avant même qu'elle n'ait vraiment commencé. Ce n'était pourtant pas la première fois que la WWE se livrait à des actes de violence douteux. En 1991, Jake the Snake Roberts était en plein mode méchant. Il avait déjà abandonné son ancien personnage de Babyface pour devenir un véritable psychopathe, s'en prenant à Randy Savage dans l'une des querelles les plus troublantes de l'époque. Mais rien n'aurait pu préparer les fans à ce qui s'est passé dans l'épisode du 23 novembre de WWE Superstar. Dans ce qui semblait être une autre nuit de bonne vieille catch, Jake Roberts, debout au milieu du ring, a fouillé dans son sac de toile caractéristique et a sorti son cobra en chair et en os. Randy Savage s'agite dans tous les sens, essayant de s'éloigner, mais Jake Roberts maintient le serpent en place, s'assurant que les caméras ont une image claire du serpent accroché à son bras. Il ne s'agissait pas d'un effet spécial hollywoodien ou d'un serpent en caoutchouc avec du faux sang. Il s'agissait d'un python vivant, respirant, qui enfonçait ses crocs dans la chair du macho-man. Les gens dans l'arène perdent la tête, les enfants pleuraient, les commentateurs hurlaient et les catcheurs en coulisses n'avaient aucune idée de l'ampleur de la situation. Le serpent était censé être devenu homisé, mais personne ne savait si la procédure avait fonctionné. Alors, quand le serpent a enfoncé ses dents dans le bras de Savage et a refusé de le lâcher, même Jake Roberts a commencé à paniquer. Après ce qui a semblé être une éternité, le cobra a finalement lâché prise, laissant le bras de Savage gonflé et couvert de marques de piqûres. Les caméras ont coupé le son et le personnel médical s'est précipité pour le soigner. Si vous vous demandez ce que Savage a fait ensuite, il a ri et est retourné au travail. Randy Savage a en fait insisté sur le fait que cela s'était produit. Avant le segment, il a refusé de faire l'angle sans être absolument sûr que le serpent n'était pas venimeux. Il a donc demandé à Jake de se faire mordre par le cobra dans les coulisses. Oui, Jake Roberts a fait mordre son propre cobra avant le spectacle pour prouver à Savage qu'il n'y avait pas de danger. Voilà ce qu'est l'engagement
engagement dans le métier. L'ensemble de la séquence était si troublant que la WWE a eu des problèmes avec la New York State Athletic Commission, qui a interdit à Jake Roberts d'utiliser des serpents dans son spectacle à l'avenir. Jake a admis plus tard qu'il n'avait jamais vu le serpent agir de façon aussi agressive auparavant, en disant « il ne voulait pas lâcher ». En parlant de moments inconfortables, en 2006, Edge était à l'apogée de sa carrière de heel. Après que John Cena ait défendu le titre de la WWE dans un match sanglant en chambre d'élimination, Edge a encaissé le tout premier contrat Money in the Bank et a volé le titre dans l'une des plus grandes surprises de l'époque. D'habitude, le soir où le méchant gagne le titre, il fait une promo pour rappeler à tout le monde à quel point il est génial. Ce n'est pas ce qui s'est passé après New Year's Revolution. Après la victoire d'Edge, Vince McMahon a organisé une live celebration avec Lita et The Rated R Superstar. Un énorme lit a été installé au milieu du ring, laissant entendre qu'Edge et Lita allaient s'envoyer en l'air. Ils ont ensuite procédé à ce que la WWE a annoncé comme étant une live celebration. Oui, c'est ainsi qu'ils l'ont appelé. C'est comme ça qu'ils l'ont appelé. L'idée était simple. Edge, le nouveau champion arrogant, et Lita, sa petite amie tout aussi détestable, allaient se déshabiller devant un public et, célébrer de manière suggestive la grande victoire d'Edge. Lita, en lingerie, a grimpé sous les couvertures avec Edge qui ne portait que son caleçon et ils se sont roulés par terre en direct à la télévision pendant que les caméras zoomaient sur l'action. En fait, l'un des seins de Lita a été montré accidentellement. Les gens dans la foule perdèrent la tête, tout comme Jerry Lawler à la table des commentateurs. Pendant ce temps, Jim Ross essayait maladroitement de faire comme si tout cela était normal. Et nous autres, nous nous demandions si nous étions en train de regarder la WWE ou si nous avions accidentellement changé de chaîne. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que Lita n'était pas du tout à l'aise avec ce segment. Dans la vraie vie, elle était contre. Elle, Edge et Cena l'ont fait savoir à Vince McMahon, mais ce dernier a menacé de renvoyer Lita si elle ne le faisait pas. C'est pourquoi elle était visiblement mal à l'aise. Et honnêtement, tout le monde l'était aussi. Heureusement, la célébration n'a pas duré longtemps. Au moment où les choses devenaient trop chaudes, John Cena a pris d'assaut le ring et a mis un terme à tout cela en attaquant Edge, ce qui a suscité une énorme réaction de la part de la foule. Ce segment est en fait l'une des principales raisons pour lesquelles Lita a quitté la WWE un an plus tard. Et qui peut lui en vouloir? Même si les audiences ont explosé ce soir-là, c'est un moment que la compagnie aimerait bien effacer de l'histoire. Malheureusement pour eux, Internet n'oublie jamais. Mais même cela n'a pas été la pire décision de la WWE. Si vous êtes un fan de catch depuis un certain temps, vous avez vu votre part de mauvaises intrigues de la WWE. Mais rien, et je dis bien rien, n'arrive à la cheville de Katie Vick. Ce n'était pas seulement une mauvaise histoire, c'était dégoûtant. En 2002, la WWE était plongée dans l'ère de l'agression impitoyable. Triple H était au milieu de son règne de terreur et Kane portait toujours son masque emblématique. À l'époque, les deux hommes se disputaient le championnat du monde des poids lourds, mais la WWE voulait rendre les choses plus personnelles. Au lieu d'organiser une rivalité intense et grinçante, elle nous a offert un véritable naufrage. Tout a commencé lorsque Triple H a fait une promotion à Raw, affirmant que Kane avait un sombre secret dans son passé. Quelle était cette grande révélation? Selon Triple H, Kane avait tué une ex-petite amie appelée Katie Vick dans un accident de voiture. Mais attendez, il y a pire, bien pire. Non seulement Triple H a accusé Kane d'homicide involontaire, mais The Game a poursuivi en suggérant que Kane avait fait, disons quelque chose d'extrêmement dérangeant au corps de Katie après sa mort. On aurait pu penser qu'il n'irait pas plus loin, n'est-ce pas? Non. La subtilité ne faisait pas partie du vocabulaire de la WWE en 2002. C'est pourquoi, la semaine suivante, Triple H a décidé de rejouer ce qui s'était passé, et c'est là que les choses ont vraiment dépassé les bornes. La WWE a diffusé un segment préenregistré dans lequel Triple H, portant le masque de Kane, se tenait au-dessus d'un cercueil avec un mannequin à l'intérieur, qui était censé représenter Katie Vick. Et puis, il a grimpé à l'intérieur du cercueil. Que s'est-il passé ensuite? Triple H a simulé quelque chose de si dégoûtant que les fans, les catcheurs et même l'équipe de production de la WWE en ont été choqués. La nécrophilie. Même Jerry Lawler, qui était aux commentaires, n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait, qualifiant la scène de dégoûtante. Les réactions des fans, l'indignation la plus totale. La WWE a immédiatement été bombardée de
plainte, et les dirigeants de la chaîne n'étaient pas contents. Même les catcheurs en coulisses trouvaient que cela allait trop loin. Les réactions ont été si violentes que la WWE n'a pas eu d'autre choix que d'abandonner l'histoire et de faire comme si elle n'avait jamais eu lieu. Le plus fou, Vince McMahon a trouvé cela drôle. Selon certains rapports, Vince riait aux éclats en regardant la séquence en coulisses, convaincu qu'il s'agissait d'une émission de télévision divertissante. Mais pour tous les autres, c'était la chose la plus dégoûtante que la société ait jamais faite. Lequel de ces moments de la WWE vous semble le plus insipide? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.